Bonjour Pierre, ça me fait vraiment plaisir que tu aies un tout petit peu de temps à m'accorder parce que j'adore ce que tu fais. Je trouve que Oconi est devenu vraiment un cabinet qui a pignon sur rue, qui développe souris pas c'est vrai, qui développe une vraie vision pédagogique à partir de l'espace, à partir du design. Et moi j'aimerais que tu puisses me faire le lien entre apprentissage collaboratif et rôle de l'espace. Voilà, dis-nous ce que tu penses comme ça vient. Alors, c'est vrai que l'espace, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la collaboration, et d'autant plus qu'aujourd'hui, dans les entreprises, dans les institutions éducatives, les écoles, l'espace est plutôt adverse, c'est-à-dire que l'espace freine plutôt la collaboration, et on a plutôt envie d'en sortir pour pouvoir aller travailler ailleurs et collaborer. Alors, s'il fallait transformer les espaces tels qu'ils sont tout à fait simplement, il y aurait plusieurs choses à faire. La première, c'est de créer des espaces extrêmement mobiles que les apprenants, les formateurs puissent reconfigurer en fonction de leurs besoins, avec pour objectif de maximiser et d'intensifier les interactions, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens puissent facilement se regrouper, travailler ensemble, se lever, recomposer leur groupe. Donc l'intensification des interactions, c'est quelque chose d'extrêmement important. La deuxième chose, c'est que c'est des espaces aussi où on mélange apprentissage et production. Historiquement, les espaces sont organisés avec des espaces d'apprentissage, sont des espaces d'apprentissage dans lesquels on ne le fait pas, on fait à l'extérieur de la salle de classe. Dans la salle de classe, on apprend. Et là, on voit bien que dans les dynamiques pédagogiques actuelles, on mélange l'apprentissage et la production. Et donc, il faut des espaces sur lesquels on peut produire. On peut venir dessiner, sculpter, monter des volumes, créer des grandes planches de travail. Donc ça passe par des choses très simples, des espaces d'expression de grande taille, des outils, des tables solides, des endroits où on n'a pas peur de laisser des traces. Ça, c'est quelque chose d'important. Et peut-être le troisième élément, c'est des espaces qui sont ouverts sur l'extérieur. C'est-à-dire que euh, comment ouvrir ces espèces de casernes pédagogiques qu'on a créées entre quatre murs pour protéger l'apprenant du reste du monde ou l'isoler du reste du monde. Comment faire pour créer des espaces beaucoup plus poreux dans lesquels on peut faire venir des gens, des citoyens, des experts extérieurs, des gens d'autres entreprises pour qu'ils viennent participer à ces temps d'apprentissage. D'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je me figure les salles de formation un peu comme des boîtes à œufs. On en colle l'un à côté de l'autre et puis Hmm. on maximise les mètres carrés. Et c'est ça qui tient lieu de pédagogie, donc c'est assez déprimant. Euh, Maintenant, tu parles d'intensification des interactions, de lien avec l'extérieur. Tu m'as parlé d'une idée aussi qui est assez sympa, qui est l'idée d'un double numérique de la salle. C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer cette idée? En quoi la salle, avec son double numérique, apporte quelque chose de plus? Alors, comme on est dans des logiques de production, c'est-à-dire que le temps de l'apprentissage et le temps de la production se mêlent. Avant, c'était le professeur, encore aujourd'hui malheureusement, mais le modèle traditionnel, c'est le professeur qui crée sa ressource et qui va la transmettre aux élèves, donc en les distribuant ou en l'envoyant par mail ou même sur des plateformes numériques, hein, où on numérise du papier, mais on est dans une logique de transmission du professeur aux élèves. Si on veut passer à l'étape suivante et utiliser le numérique pour vraiment transformer la pédagogie, effectivement, une idée possible est de créer un espace numérique dans lequel le formateur et l'apprenant peuvent venir mettre des ressources en commun. S'il y a plusieurs équipes de travail, chaque équipe de travail a un espace, un petit cloud, un petit nuage de données dans lequel ils peuvent venir poster leur production sans souci de savoir si cette production elle est vraie, juste, etc. Voilà, on met quelque chose sur cet espace, l'espace de son équipe, qui vient enrichir un espace commun à la classe, et on peut imaginer connecter plusieurs espaces de classe pour venir hybrider les ressources, les partager, et imaginer aussi de l'apprentissage grâce à ces nuages entre les salles de classe. Imaginez-vous, vous êtes dans une formation ou même dans une école primaire, ce que fait un CM2 et en parallèle un autre CM2 vient se mélanger, s'hybrider, se féconder, se polliniser au-delà de la salle de classe. Donc le numérique, il peut vraiment être utilisé pour partager des ressources dans les deux sens, dans tous les sens, entre le formateur et l'apprenant, mais aussi entre des groupes d'apprenants, en amont, en aval, et avoir des logiques aussi complètement désynchronisées de la salle de classe. Donc ça, c'est intéressant de penser aussi les espaces physiques et leur double numérique, et ça offre des possibilités d'apprentissage démultipliées. Mais dis donc, quand tu crées des espaces comme ça, il faut vraiment être un formateur multicompétent. Il faut maîtriser la dynamique de groupe, des espaces ouverts, mobiles, tu nous as dit, pour sortir de la caserne, hein. Et en plus de ça, il faut être informaticien. Alors, quelles sont les compétences pour animer dans ces nouveaux espaces? Alors je crois que la première chose, c'est d'avoir
très très envie d'apprendre, de faire évoluer ses pratiques. C'est-à-dire qu'on va forcément être dans des domaines nouveaux, fragiles, on va utiliser des outils qui ne sont pas toujours éprouvés. En même temps, comme on est dans une relation renouvelée avec l'apprenant, on n'est pas sur une chaire et on ne joue pas sa légitimité. On ne fait pas une espèce de spectacle pédagogique où le formateur ou le professeur doit être toujours très bon, très spectaculaire, très brillant. On construit le savoir ensemble et donc s'il y a des erreurs, on les absorbe ensemble. Donc la première chose, c'est d'avoir envie d'avoir envie d'utiliser ces espaces, d'avoir envie d'inventer des pratiques et de ne pas avoir peur de se tromper avec ses élèves, y compris dans l'utilisation. Après tout, quand il n'y a plus de papier sur le paperboard ou quand il y a un crayon qui ne marche plus, eh ben, on s'arrête, on va en chercher un ou on demande un crayon et ça marche pareil. Avec le numérique, c'est un peu pareil. Après, peut-être la deuxième compétence extrêmement importante, c'est moins celle du numérique, parce que celle-là, on la découvre. Et puis, il y a des outils qui se créent tous les jours, donc oui, il faut avoir envie, mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend au fil de l'eau. Je pense que c'est l'envie de passer à une pédagogie de la découverte. Et ça, c'est vrai que ça peut s'apprendre. Hein. Comment on part de l'expérience, comment on part du vécu pour en sortir peut-être quelque chose de plus conceptuel, un savoir plus modélisé, mais de partir d'une expérience, et parfois d'une expérience décalée qu'on va créer pour l'occasion. Ça peut être une expérience créative, une expérience artistique, ça peut être une expérience de balade, et ça, c'est vrai que c'est peut-être des pédagogies qui peuvent s'enseigner, qui peuvent se développer. En tout cas, on peut donner un goût, une appétence, une envie à des formateurs qui ont connu que des pédagogies déductives, descendantes. Voilà, ça, c'est peut-être une compétence qu'on peut transmettre, effectivement. Mais cette approche, on sent une posture, un travail sur la posture qui est important. Peut-être, moi j'appelle ça de facilitateur, c'est peut-être pas ça le bon mot. On sent qu'il y a un peu d'énactionnisme dans le sens de Varela, c'est-à-dire qu'on apprend chemin faisant. Est-ce que tous les apprenants sont prêts à aller dans cette direction? Quels sont les écueils face à ce type d'approche? Les écueils, c'est de faire de tomber dans un effet de mode, et pire, de tomber dans quelque chose d'un peu manipulatoire. C'est-à-dire qu'en fait, de transformer une pédagogie descendante et de lui donner des couleurs de participation, de collaboration, pour simplement moderniser et rhabiller sa formation. Donc, je pense qu'il faut réfléchir. Il y a des savoirs qui peuvent se construire et il y en a d'autres qui fonctionnent très bien sous des pédagogies, en utilisant des vecteurs de transmission tout à fait classiques. Donc je pense qu'il faut le faire avec sincérité, bien réfléchir aux bénéfices de tout ça et surtout pas essayer de maquiller ou de tomber dans un je sais pas, un participation washing, comme on fait du greenwashing, de vraiment le faire avec sincérité. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il existe aujourd'hui, ça marche avec des enfants, ça doit pouvoir marcher avec des adultes aussi, ça j'en suis sûr. Je t'ai souvent vu, avec beaucoup de plaisir, utiliser des techniques de co-design. Qu'apportent les techniques de co-design dans ce type d'espace? Qu'est-ce que ça transforme? Alors les techniques de co-design, d'abord, elles sont complètement en ligne avec ce dont on discute jusqu'ici, c'est-à-dire que le co-design, dans le co-design, il y a design, et le design vise d'abord à travailler avec une réalité existante. C'est-à-dire, plutôt que de partir d'une théorie, de dogme, d'un corpus préétabli, on se pose la question de quels sont les problèmes tels qu'ils existent, quels sont les besoins des gens pour qui on travaille. Et donc, on ne part pas avec un a priori. D'abord, on va vers le réel, la réalité, on se pose la question à partir de là. Et puis ensuite, deuxième chose, c'est que le co-design, elle met les gens dans une logique de production, on va chercher très vite à construire des solutions, à leur donner une forme, sans souci de la perfection, en risquant l'erreur, avec beaucoup d'audace, de vélocité. Et ça correspond bien aussi avec ce qu'on s'était dit, le mix entre apprentissage et production. Et puis, la dernière chose, c'est que le co-design, dans co-design, il y a co, c'est-à-dire on mélange des profils, on fait travailler des profs avec des intervenants. Moi, je fais souvent du co-design pédagogique, c'est-à-dire la conception de scénarios pédagogiques qui mélangent des apprenants, des élèves, des étudiants avec des professeurs, des formateurs et même des citoyens qui s'intéressent à ça. Donc on voit bien que là aussi, on vient créer un système d'interaction un peu singulier. Alors, quand est-ce que ça devient de l'apprentissage? Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui doit s'enseigner. C'est quand on utilise ces expériences vécues de co-design et qu'on y ajoute un module de relecture, qu'on appelle, on ne dit pas très joliment, de débriefing. C'est-à-dire comment on relie l'expérience vécue pour en tirer des apprentissages qu'on peut ensuite utiliser bien au-delà de la séquence de co-design. Donc ça, c'est peut-être aussi un autre savoir-faire du formateur, qui va aussi avec cette idée de pédagogie inductive, c'est sa capacité à relire
l'expérience vécue pour en tirer des apprentissages modélisés, abstraits, parce que finalement c'est ça qui est le gage de leur réutilisabilité au-delà de l'expérience vécue. Moi, ce que j'entends, c'est à la fois un développement de posture du formateur, de l'apprenant, mais c'est à travers ce type de méthode aussi une transformation des rapports humains. Est-ce que tu penses que ces méthodes jouent sur la façon dont on agit en société, dont on fait société les uns avec les autres? Ça, c'est évident. Il y a une dimension extrêmement politique dans tout ce qu'on raconte. Et il ne faut surtout pas le faire passer comme une transformation mécanique et naturelle ou un effet de mode. On vient toucher une organisation sociale qui existe depuis des décennies, voire des siècles. Je pense aux logiques de l'honneur d'Henry Barnes, c'est-à-dire cette société française qui est organisée encore en son sein selon des logiques d'ancien régime. Donc oui, en mettant au même niveau des utilisateurs et des producteurs, en mettant au même niveau, en plaidant pour un droit universel à la conception, en mettant élèves et intervenants, oui, on vient casser un certain nombre de choses, et c'est ça qui ne le rend pas facile, et qu'il faut absolument mettre en place des processus extrêmement construits de transformation, d'accompagnement du changement, et pas simplement faire des injonctions à la transformation, à la mode, à la participation, sinon soit on traite le problème en surface, ou pire encore, on va créer des oppositions assez radicales et on fera finalement, en essayant d'aller de l'avant, on fera des pas en arrière. Donc il faut bien avoir conscience qu'on vient toucher à des choses assez fondamentales et donc il faut mettre en place une ingénierie de la transformation relativement sophistiquée pour y arriver. Alors une dernière question, et puis on va s'en arrêter là, mais on pourrait y rester des heures, hein. C'est quels seraient les conseils que tu donnerais aux coachs, consultants, formateurs, spécialistes pour apprendre ensemble dans ces nouveaux espaces de formation? Alors, c'est d'abord d'essayer un peu à côté des modèles économiques qui existent, hein, parce que chez les coachs, chez les formateurs, chez les consultants indépendants, il y a aussi une dimension de vivre, et que là, comme on est sur des modes de fonctionnement un peu différents qui nécessitent une courbe d'apprentissage et qui nécessitent aussi de travailler différemment avec ses clients, etc., peut-être sortir un peu des modèles économiques existants, du jour de prestation, etc., pour se laisser un temps de la gratuité, du don, du contre-don, dans lequel on va pouvoir inventer des choses ensemble. Hein, ne pas se poser la question de combien de temps je suis prêt à investir, combien d'argent ça va me rapporter, mais d'essayer de sortir de ces modèles-là pour inventer quelque chose ensemble. Et puis, la deuxième chose que je conseillerais, c'est de l'audace, c'est-à-dire arriver à proposer ça à son client. Si on arrive tous dans nos propositions commerciales, dans les relations qu'on a avec nos clients, à moins toujours à jouer notre légitimité sur la base d'une expertise, à toujours chercher à impressionner, mais à construire des missions qui soient des espaces de co-conception, on participera aussi à la transformation du système. Alors ça demande de prendre un risque, parce que nos clients sont aussi complices de ça. Hein. Ils nous demandent d'être experts, ils nous demandent de jouer les experts vis-à-vis du reste du monde. Il faut aussi avoir le courage, si on y croit, hein, à ça, d'oser des modes de fonctionnement différents et de prendre des risques dans la conception même et dans la gestion et dans la conduite de sa mission. Ben, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à y aller. Donc je te remercie encore, vraiment, c'était super. Merci beaucoup.